Le scénario du pire. In June, pop artist Andy Warhol is shot and critically wounded by a disgruntled would-be actress named Valerie Solanas, who tells Jim Gash in this necessarily censored tape. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Les histoires que nous choisissons feraient des bons films et celle que nous allons raconter aujourd'hui a déjà été adaptée au cinéma. Quand on regarde sur IMDb, IMDb classe cette histoire dans la catégorie de la biographie, mais aussi du drame. Et c'est effectivement vraiment un drame. L'histoire du jour parle d'un manifeste, de superstars que vous ne connaissez pas et d'une femme très en colère. Alors check. Check 1-2. Ok, ça tourne. En 1967, sort un brûlot féministe auto-édité qui s'appelle le Scum Manifesto. Scum en anglais signifie saleté ou pourriture. Dès les premières lignes, l'autrice Valerie Solanas montre sa radicalité. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce aux progrès techniques, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes, et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y mâle n'est qu'un gène X femelle incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. Fin de citation. Le livre, radical, pamphlétaire et excessif, n'en est pas moins un livre important dans l'histoire du féminisme, même si son succès n'a pas été immédiat. C'est une œuvre parfois à la limite de la satire et les punchlines sont nombreuses. Au-delà du contenu, c'est une œuvre qui a un vrai intérêt littéraire. C'est un peu un mini-programme politique ultra violent satirique, et elle divise le monde en 3 catégories, les hommes bons à foutre à la poubelle, les filles à papa complices du patriarcat, et les scums, les gens comme elles, donc les excréments, les rebuts de la société, donc marginaux, prostituées, les criminels. And destroy the male sex. Destroy the male sex. Le scum reste à ce jour un des textes féministes les plus violents. Mais Valerie Solanas n'est pas qu'une militante féministe radicale et profondément misandre. C'est bien plus que cela, et c'est aussi la femme qui a voulu, en 1968, tuer Andy Warhol, le blessant aux poumons, au foie, à la rate et à l'œsophage. Andy Warhol, c'est un grand artiste visuel, le pape du pop art. Le pop art, c'est un mouvement qui est né en Angleterre dans les années 1950 et s'est ensuite développé aux États-Unis. Et ça parle beaucoup de déconstruction des images de masse, ça s'inspire du réel et du populaire, ainsi que de la société de consommation et de la culture publicitaire. C'est l'artiste le plus emblématique du pop art. L'artiste américain s'est engagé à partir des années 1960 dans la production de sérigraphie pour questionner sur les principes d'unicité de l'œuvre d'art. Artiste multidisciplinaire, innovant et très prolifique, Andy Warhol expérimente dans de nombreux domaines et sur différents médiums, autant dans la peinture, la sérigraphie, le design, la musique, la mode, la photographie, le cinéma et le marketing. C'est une icône, un mythe, un businessman et pour certains, un manipulateur et un mystificateur. Mais on va d'abord surtout s'intéresser aujourd'hui à Valerie Solanas et à son parcours qui l'amènera à vouloir abattre l'icône Andy Warhol. Valérie naît le 9 avril 1936 dans le New Jersey. Ses 2 parents sont des immigrés de la première génération. Son père, Louis, est espagnol, catalan et sa mère, Dorothy, est originaire de Gênes, en Italie. Les parents sont encore très jeunes. Louis a 21 ans, et c'est un barman, et Dorothy a 18 ans, et elle est assistante dentaire. En 1938, une deuxième petite fille, Judith, naît chez les Solanas. Le couple ne s'entend plus. Ils se séparent quand Valérie a 4 ans. D'un commun accord, Louis et Dorothy décident que les 2 filles seront élevées par leurs grands-parents maternels, qui vivent à Atlantic City. Et à nouveau, elle est sous l'autorité d'un homme violent et abusif, son grand-père qui la bat fréquemment.
C'est une blessure pour Valérie qui est très attachée à son papa. Valérie est une petite fille brillante, précoce, énergique et parfois un peu agressive et caustique. Louis a un côté très sombre et tout indique que Valérie a été abusée sexuellement par son père. Oui, c'est ça. Donc, l'abus n'a pas vraiment été documenté, mais on sait que le père était alcoolique et avait une addiction très forte à la pornographie. Et puis, la suite de la bio de Solanas va démontrer qu'il y a effectivement un abus dans la famille, quoi. Ouais. C'est d'autant plus horrible que Valérie adorait son père. Elle finira par retourner vivre avec sa mère, dont elle déteste le nouveau compagnon, et c'est réciproque. Sa mère est une femme enfant, absente, paumée, irresponsable, soumise et obsédée par les hommes. Elle fait vraiment tout pour leur plaire, c'est un peu une espèce de cheap Marilyn. Valérie aura un peu un rôle de grande sœur et devra rassurer et gérer sa mère. Elle vit une enfance et une adolescence de calvaire, de conflits familiaux et d'abus à répétition. Enfant, elle écrit des insultes et elle les revend pour 10 cents. Vous avez déjà tout compris. Oui. La petite Valérie grandit et devient une adolescente rebelle. Elle n'hésite pas à se battre avec les garçons. Elle s'oppose aux normes sociales, s'isole de ses camarades d'école qui la rejettent. Déjà très jeune, elle s'oppose aux injustices et défend les persécutés à l'école. Elle est insolente, a du cran et une grande gueule, ce qui n'est pas du tout commun de la part d'une fille à cette époque. Elle a beaucoup de problèmes disciplinaires à l'école. Elle va même jusqu'à agresser une nonne, prof de son école. Donc elle est dans un collège catholique. Ouais. En 1950, elle est envoyée dans un boarding school. C'est plutôt une bonne chose pour Valérie. Elle excelle au niveau académique. Ado, apparemment, elle adore dévorer des livres et elle rêve d'avoir une machine à écrire. Et elle a 14 ans quand elle tombe amoureuse d'une fille et découvre son homosexualité. À 15 ans, Valérie donne naissance à une fille. L'identité du père est mystérieuse et ça pourrait être un abuseur. Dorothy, la maman de Valérie, élèvera cette petite fille qui s'appelle Linda comme si elle était la sœur de Valérie. Dorothy est donc officiellement la maman de Linda et Valérie Solanas ne mentionnera jamais son existence. Louis Solanas décède en 1951 et ça plonge Valérie dans une profonde dépression. En 1952, Valérie n'a que 16 ans et elle donne une nouvelle fois naissance à un bébé, un petit garçon. Cette fois, l'identité du père est connue. C'est un marin engagé dans la guerre de Corée. Il est déjà marié et n'a aucune intention d'aider Valérie dans l'éducation d'un enfant. L'enfant sera placé dans une famille d'accueil qui l'adoptera. Elle connaît la famille adoptive et ceux-ci aident Valérie, mais après 4 ans, Valérie cesse définitivement tout contact avec son fils. Et apparemment, en échange de l'enfant, la famille d'accueil paye ses frais d'inscription à l'université. Ouais. La succession de ces expériences a évidemment une influence énorme sur l'image que Valérie a des hommes. Malgré ça, Valérie s'accroche à ses études. Elle est toujours aussi brillante, elle écrit beaucoup, notamment des textes féministes, et d'après ce qu'on en dit, ils sont très drôles, dans le journal et pour la radio de son école. Elle entame des études en psychologie, elle les finance elle-même. Selon certains biographes, elle se prostitue à ce moment de sa vie. D'autres pensent que c'est la famille Blackwell à qui elle a confié son fils David qui l'a aidée financièrement. Pendant quelques mois, elle travaille sur des expérimentations animales. Elle tente de faire reproduire des souris femelles. Valérie est décrite comme une fille brillante, extrêmement intelligente, avec beaucoup de courage et de détermination. Valérie a un look bien à elle, hors norme pour l'époque, très en avance sur son temps. Elle ne porte pas de robe ou de talons, elle a les cheveux courts. Elle se définit ouvertement comme lesbienne, mais couche de temps en temps avec des hommes, à nouveau hors norme pour l'époque, mais elle se prostitue. En 1958, Solanas obtient un diplôme en psychologie de l'université de Maryland et s'inscrit dans un master à l'université de Minnesota. Mais elle laisse tomber, faute d'argent, elle veut vivre une vie un peu bohème et elle découvre Greenwich Village à New York au début des années 60. New York est en pleine effervescence, c'est la nouvelle capitale de l'art et de l'avant-garde, le berceau des écrivains de la Beat Generation. La vie bohème, les gens excentriques, les artistes paumés sans le sou s'y retrouvent. C'est une véritable fourmilière de marginaux. Valérie se retrouve parmi tous ces gens marginaux hors du commun qui s'assument et sont ouvertement eux-mêmes. Elle côtoie des artistes, des drag queens, des philosophes, des écrivains. C'est une révélation. Elle qui a toujours voulu être écrivain, c'est l'endroit où elle doit être. Cela dit, personne ne la prend vraiment au sérieux. Solanas est toujours fauchée. Elle est connue pour le fait de gratter de l'argent à tout le monde. Elle refuse de travailler. Elle fait la manche, bouscule des gens dans la rue, leur demande de payer en échange de sa conversation, de sexe, une passe vite fait. Elle donne son temps contre de l'argent. Celui qu'elle a pour elle, elle l'utilise pour écrire. Elle vit d'abord dans une résidence hôtelière de l'Upper East Side et travaille dans un café vite fait, pas longtemps parce qu'elle finit vite par se faire virer. Mais elle devient aussi incontrôlable. Elle n'arrive pas à trouver sa place ni sa communauté. Elle vivra ensuite entre l'hôtel Earl, l'hôtel Plaza,
dormira sur les toits de New York, traînant toujours avec elle sa machine à écrire. Elle va aussi squatter le très célèbre hôtel Chelsea, dont elle se fait fréquemment expulser. Donc ce fameux hôtel, un peu le berceau de la contre-culture où toutes les âmes torturées de l'époque s'y retrouvent pour une nuit ou pour un an, et dont le propriétaire, Stanley Bart, héberge gratuitement ou fait payer les loyers en échange d'œuvres d'art. Il y a aussi beaucoup de personnages légendaires atypiques, des artistes torturés ou junkies, donc Allen Ginsberg, Jimi Hendrix, Patti Smith, Robert Mapplethorpe et tant d'autres. En 1965, elle écrit 2 œuvres autobiographiques, A Young Girl's Primer and How to Attain the Leisure Class et Up Your Ass, une pièce de théâtre racontant la vie d'une prostituée lesbienne débrouillarde, mendiante, qui hait les hommes et qui finit par en tuer un. Le texte est cru, trash, cash, humoristique et obscène, et il y a pas mal de scènes pornographiques. Alors là, ça se discute un peu pour le pornographique, parce que j'ai lu la pièce. Quand tu la lis, il y a du sexe, mais il est toujours hors scène. On parle beaucoup de sexe, mais je pense pas. Enfin, je sais pas si selon les critères de l'époque, c'est considéré comme pornographique, mais pour moi, c'était pas très très choquant. Oui, en fait. moi je l'ai survolé, mais oui, non, c'est pas. C'est pas si trash que ça. Non. Hein. Mais à l'époque, à mon avis, c'était très 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 audacieux. trash. Ouais, très audacieux, c'est ça. Et alors le début, c'est assez rigolo. Ça, je l'ai noté parce que elle écrit donc je dédie cette pièce à moi. Une source constante de force et de conseils, et sans la loyauté, la dévotion et la foi inébranlable, sans qui cette pièce n'aurait jamais été écrite. Remerciements supplémentaires, moi-même, pour la relecture et les commentaires éditoriaux, les conseils utiles, les critiques et les suggestions, et un travail de frappe exquis. Et moi, pour le travail de recherche indépendant sur les hommes, femmes mariées et autres dégénérés. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, et là, tu sens qu'elle a quand même de l'humour, quoi. Oui, elle est cash, mais voilà, c'est assez drôle. Je sais pas si elle le pensait vraiment, mais... En 1967, Valérie rencontre Andy Warhol. Elle lui donne le seul exemplaire de la pièce Up Your Ass et lui demande de la produire. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Up Your Ass, ça veut dire dans ton cul. Oui, aussi, oui. C'est la grande époque d'Andy Warhol. Il règne en maître tout-puissant sur le New York Underground avec sa Factory. La Factory, c'est un loft légendaire, immense, avec des murs argentés. C'est un lieu hybride, c'est à la fois une galerie d'art, un studio de cinéma, une salle de concert. Et la Factory rassemble pas mal d'artistes new-yorkais, excentriques, des toxicos, des marginaux, dont Andy Warhol adore s'entourer. C'est un lieu de création, c'est un lieu de fête, et c'est aussi, surtout, peut-être un lieu d'excès. Les fêtes qui s'y déroulent ont une réputation assez sulfureuse, et toutes les icônes de la contre-culture de la côte Est s'y retrouvent. Il y a des célébrités comme Jean-Michel Basquiat, David Bowie, Grace Jones, Debbie Harry, pas forcément tous à la même époque, et surtout, il y a une grosse association entre Andy Warhol et Velvet Underground. Mais il est le producteur et le mentor. Voilà. On y trouve aussi des marginaux qu'on va appeler, pour certains d'entre eux, les Warhol Superstars. Alors les Warhol Superstars sont des personnalités plutôt new-yorkaises, sont des mannequins, des comédiens. Donc la Factory, c'est vraiment the place to be. À l'époque, c'est un lieu assez légendaire. C'était important d'être une star à l'époque, et pour être cette star, il fallait être là. Et puis c'était Andy Warhol qui décidait. Parce que la Factory, c'était vraiment une cour, c'est une sorte de royaume dont Andy Warhol est le roi. Lui, il symbolise le pouvoir pour ces gens-là, la réussite, l'argent. Et alors Andy Warhol, c'est un personnage assez particulier, assez ambivalent, parce que c'est aussi un voyeur. Il aime bien s'entourer de ces personnages un peu borderline, un peu extrêmes. Il est fasciné en retour par ces gens-là. Mais il va aussi les utiliser. Il y a pas mal de personnalités qui vont se faire vampiriser par Andy Warhol, dont Eddie Sedgwick. C'est vraiment sa superstar, sa muse. On l'appelait même Miss Warhol, c'était l'alter ego féminin d'Andy Warhol. C'est lui qui l'a créé. D'ailleurs, il y a énormément d'images, de vidéos sur YouTube. Quand tu vois des interviews d'Andy Warhol, elle est très souvent à côté de lui. Elle a joué dans beaucoup de ses films. Puis en fait, ils étaient tout le temps ensemble et inséparables, et ils faisaient la fête toute la nuit, ils s'habillaient pareil. Et on parlait des Velvet Underground, et il y a une chanson très célèbre de Velvet Underground qui s'appelle Femme Fatale, et c'est Eddie qui a inspiré la Femme Fatale de Velvet Underground. Sans comprendre pourquoi, elle tombe en disgrâce. Andy Warhol la jette comme un vieux Kleenex. La snobé, ouais, un moment où forcément elle allait pas bien. Bon, elle allait pas très bien en général, mais c'est vrai qu'il l'a snobé. Et puis en fait, pour ce genre de personnes instables, c'est violent. Oui, c'est ça. Violent. Donc il l'a vraiment abandonné du jour au lendemain pour s'intéresser à une autre comédienne qui va devenir
à son tour une muse, et c'est un peu le cycle d'Andy Warhol. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Nico. Il l'intègre, il l'oblige, en fait, il l'impose au groupe Velvet Underground. Ouais. Donc Nico, c'est une actrice et mannequin allemande, elle est effectivement très très belle. Je me demande si elle n'a pas eu un enfant avec Alain Delon, c'est une rumeur qui a longtemps circulé. Et Andy Warhol va imposer Nico comme chanteuse au Velvet Underground. Et d'ailleurs, ils font un album qui est un très bon album, mais Nico a une voix, elle chante pas très juste. Elle a un accent allemand quand même assez prononcé quand elle chante, mais la magie opère quand même, et l'alchimie se fait avec le Velvet Underground, et ça devient sa star, quoi. Oui, mais ils font que 4 titres. Oui, c'est ça. C'est 4 titres sur l'album. Le premier album. Je pense qu'elle a juste fait ça, et après elle s'est enlevée du groupe parce que ça passait pas trop avec Lou Reed, même s'ils avaient fricoté ensemble. Donc c'est l'album avec la banane, qui est un album très très célèbre, un grand classique du rock des années 60. Et voilà, ça va pas durer longtemps, la collaboration avec le Velvet, mais elle a remplacé Ellie Sedgwick, qui aura un destin tragique suite à ça. Qui va mourir à 27 ans, d'une overdose. Le club des 27. Voilà. Et là, ça en dit beaucoup sur Andy Warhol, parce que quand Andy Warhol ne s'intéresse plus à vous, il vous jette. Et alors, il y a Solanas qui rentre dans cet univers-là, à travers cette pièce Up Your Ass qu'elle demande à Warhol de produire. Mais même dans cet univers-là, elle est pas paumée comme les autres sont paumés. En fait, elle est pas comme les autres. Donc elle va côtoyer cette factory, elle va traîner pas mal là-bas, mais ça reste une pièce rapportée. Elle fera jamais partie des Warhol Superstars. Elle a une personnalité un peu butch, une insolence, un franc-parler qui vont quand même intriguer Andy Warhol, mais il va se méfier un petit peu d'elle. Warhol va demander à Valérie Solanas si elle est une freak, et elle va lui répondre que oui, bien sûr, elle est une freak, et pour le démontrer, elle va déboutonner son pantalon, elle va lui montrer son clitoris en disant « Voilà, ça c'est mon insigne ». Pour une première rencontre, c'est pas mal, et Andy Warhol aime bien son côté extrême et vulgaire. Alors Warhol, ça n'est pas que l'artiste qu'on connaît pour les soupes Campbell et les portraits de Marilyn, c'est aussi un producteur de films. Il en a produit environ 150 avec des tout petits budgets, mais les petits budgets sont compensés par pas mal d'audace. Alors l'audace, c'est souvent une destruction des structures narratives. Son premier film, par exemple, je pense en 1964, ça s'appelle Sleep. Ça dure 63, je crois. Ou 63 ? Ouais. Ça dure très longtemps. C'est un film qui dure 5 heures, environ 5h30 ou 6 heures, où c'est une boucle de l'amant de l'époque d'Andy Warhol, j'oublie son nom, qui dort. Et alors, il y a une autre manière d'exprimer cette audace, c'est de montrer la sexualité de façon très explicite, notamment l'homosexualité. C'est souvent même du sexe qui n'est pas simulé. Et ça vaut à Warhol la censure, évidemment, et même différentes poursuites pour obscénité, parce que c'était pas très légal à l'époque de faire des films aussi hard. Et Warhol va lire la pièce de Solanas, Up Your Ass, et il dit qu'il la trouve trop obscène et hard. Après, quand on voit les films qu'il faisait, je ne sais pas si c'est tout à fait sincère, mais en tout cas, c'est la raison qu'il va invoquer pour dire qu'il ne veut pas produire la pièce. Mais il dit aussi qu'elle est très bien écrite. Oui. Et à un moment, il se demande si c'est pas un piège de la part de la police, comme il a été condamné plusieurs fois pour obscénité. Donc il se dit, voilà, si je monte cette pièce, je vais peut-être... Valérie Solanas, c'est peut-être une sorte de policière infiltrée, je ne sais pas quel est son délire. Donc voilà, il refuse en tout cas de produire la pièce de Solanas. Et non seulement il refuse de produire la pièce, mais en plus, il perd le manuscrit. Le seul exemplaire du manuscrit de Valérie Solanas. Alors elle est folle de rage, elle est obsédée à l'idée de produire cette pièce, parce qu'elle considère que c'est son chef-d'œuvre. Elle a mis 3 ans à l'écrire. Elle va harceler Andy Warhol par téléphone. Au début, il va se moquer un peu d'elle, il va lui proposer un petit boulot à la factory. C'est un boulot de typographe, mais je pense que c'était presque un truc pour l'humilier, plutôt qu'une vraie proposition. On voit qu'elle n'est pas prise au sérieux, elle est vexée, elle demande un dédommagement. En guise de dédommagement, Warhol va lui proposer un rôle dans un film érotique qui s'appelle I, a Man. C'est un film érotique, mais sa scène n'est pas érotique. C'est une scène de conversation dans l'escalier, qui est d'ailleurs très ennuyeuse. Mais en plus, il ne s'est pas du tout écrit. Il a laissé improviser. Et, elle rembarre un mec. Oui, c'est ça. Voilà. Un mec veut coucher avec elle, elle ne veut pas, mais c'est une longue conversation. Et pour ce rôle, elle est payée $25, ce qui équivaut plus ou moins à $220 d'aujourd'hui. Et toujours en 1967, elle obtient un nouveau rôle dans un autre film d'Andy Warhol qui s'intitule Bike Boy. C'est vraiment une figuration. Et 67, on est toujours en 1967, c'est l'année où Valérie Solanas va publier le Scum Manifesto à compte d'auteur. C'est le texte dont tu as lu un extrait en début de podcast. Et ce livre, elle va essayer de le vendre d'abord dans la rue. Elle le vend à $1 pour les femmes et à $2 pour les hommes.
Et toujours en 67, Valérie Solanas rencontre Maurice Girodias. Donc Girodias, c'est un jeune éditeur en vogue. Il est propriétaire d'une maison d'édition qui s'appelle Olympia Press, qui s'est surtout fait connaître en éditant le très célèbre roman Lolita de Nabokov, qui avait été refusé par énormément de maisons d'édition parce que c'était un peu indécent pour l'époque, mais qui deviendra un immense best-seller. Il a également édité The Naked Lunch de William Burroughs et également Tropique du cancer de Henry Miller, donc des livres très controversés. Solanas demande à Girodias de publier Scum. Il refuse initialement, mais lui propose de signer un contrat et lui offre $500 pour qu'elle écrive un roman. Donc ça veut dire qu'il doit quand même reconnaître une certaine forme de talent littéraire. Elle signe le contrat. Et là, elle est vraiment très très heureuse. Elle continue à vendre son Scum dans la rue. Et en relisant le contrat, elle découvre qu'elle s'est fait un petit peu berner parce que le contrat stipule que Girodias est propriétaire de tous les écrits présents et futurs de Valérie Solanas. Elle a vendu un peu son âme à ce Girodias. Une fois de plus, Valérie Solanas se fait exploiter par un homme puissant. Et quand elle réalise ça, elle est en colère, mais surtout elle est bouleversée. C'est à cette époque que la santé mentale de Valérie commence à se détériorer. Andy Warhol et Maurice Girodias se connaissent et travaillent ensemble. Elle commence à se monter des films dans sa tête et elle pense que Warhol et Girodias sont de mèche et qu'ils complotent contre elle. Solanas pense que Warhol veut s'approprier son œuvre ou au moins l'empêcher de rencontrer le succès qu'elle mérite. Il aurait utilisé même des phrases de Up Your Ass dans un de ses films. Elle en veut à Warhol, appelle son bureau de façon incessante, réclamant son manuscrit. Andy dit qu'il a perdu, mais Valérie ne le croit pas. À un moment, Andy cesse de prendre ses appels. Up Your Ass a une importance immense pour Solanas. Elle a travaillé des années, de 1962 à 1965, sur cette pièce. Et Warhol n'a pas la réputation de tenir ses promesses. Il est connu pour exploiter les gens, leur voler leurs idées et ne pas payer ses actrices. Les peurs et reproches de Valérie Solanas ne sont donc pas totalement infondés. Et quant à Girodias, il ne vaut pas mieux, il l'a arnaqué. Le 31 mai 1968, Valérie Solanas demande à Paul Krasner, un éditeur, $50. On suppose que c'est avec cet argent qu'elle s'achète un pistolet. D'après les témoignages, le 3 juin 1968, à 9h, Solanas arrive au Chelsea Hotel où Girodias vit. Elle demande à le voir, mais il est absent pour le week-end. Solanas se rend au studio de Lee Strasberg, dont c'est l'inventeur de l'Actor Studio. Elle veut que Lee produise sa pièce, mais il n'est pas là. Elle va ensuite chez Margot Faden, qui est productrice et galeriste, et Valérie Solanas tente de la convaincre de produire sa pièce, encore une fois, qu'elle est vraiment déterminée. Elles vont discuter pendant 4 heures, et Valérie lui fera part de sa vision d'un monde sans hommes. Elle tente même de l'intimider avec son arme à feu. Solanas lui aurait dit « Vous allez produire ma pièce parce que je vais tirer sur Andy Warhol et que cela me rendra célèbre et la pièce aussi. » Solanas quitte le domicile de Margot Faden, qui s'empresse de contacter la police pour empêcher la fusillade. Mais aucun policier ne la prend au sérieux et on lui rit au nez. À 14h, Solanas arrive au 33 Union Square West, dans le studio où Andy Warhol a ses bureaux. Elle ne le trouve pas, donc il n'est pas là. On lui ment en disant que Andy sera absent toute la journée et on essaye gentiment de la virer. Elle fait semblant de partir, mais elle va attendre l'arrivée de Warhol dans l'ascenseur. Elle finit enfin par tomber dessus, qu'ils entrent dans l'usine et Warhol la complimente nerveusement sur son apparence parce qu'elle est inhabituellement maquillée. Et à ce moment-là, Paul Morisset menace de la jeter à la rue si elle ne part pas pour la battre à mort. Donc Paul Morisset, c'est un acteur-réalisateur vraiment de l'écurie Warhol, c'est une des Warhol Superstars. Valérie suit Warhol dans son bureau où se trouve Mario Amaya, critique d'art et potentiel compagnon de Warhol, et Fred Hughes, qui est le manager de Warhol. Puis le téléphone sonne. Warhol décroche pendant que Morisset s'absente et va aux toilettes. Solanas sort son arme et vise Warhol qui est de dos. Elle tire 3 coups. Les 2 premiers sont ratés, mais le 3e lui transperce le corps, donc le foie, l'estomac, les poumons, la rate et l'œsophage. Elle tire ensuite sur Mario Amaya, le touche à la hanche. Elle essaye enfin de tirer sur Fred Hughes, mais son arme se coince. Celui-ci la supplie de partir, ce qu'elle fait. Elle laisse sur le bureau un sac en papier contenant une serviette hygiénique, un carnet d'adresses, et elle laisse son arme. Elle se rend à la police dans la soirée. Donc en fait, elle se balade sur Times Square le reste de l'après-midi, normal. Donc elle va se rendre à la police et elle explique aux policiers qu'elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'Andy Warhol, je cite, avait un contrôle trop fort sur sa vie. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui intercepte Solanas. Donc elle est menottée, elle est escortée par la police. Et elle va faire une déclaration qui a été enregistrée. On vous propose d'écouter cet extrait où on entend qu'elle n'a pas beaucoup de remords par rapport à ce qui vient de se passer. Valerie, why did this happen? Because he's a
Well, let's clean it up a little bit. You talking put it on the air. Why did this happen? Because he's a piece of garbage. What did he do to you? Well, let's say, my organization, Scum. He wanted more than anything to control Scum. Yeah, we wanted Scum, well, we got it. He may die. Good. You mean that? Yeah, I do. Why do you hate him so much? Because he's him. He gave you a part in one of his movies. Big deal. I didn't ask for it. He asked me to do it. What do you think's going to happen to you now? I have no idea. I don't care. I'm looking forward to going to jail because there's nothing out here but garbage. Le lendemain de la fusillade, le New York Daily News publie en première page « Actress shoots Andy Warhol ». Solanas exige que l'on corrige et que l'on mette écrivain et non actrice, ce qui montre encore une fois sa détermination à être prise au sérieux. La célébrité soudaine est une aubaine pour Girodias qui publie le Scum Manifesto, préface de Girodias et de Krasner. Donc ça, c'est un peu... C'est pas cool. Voilà. Ce serait lui qui aurait inventé l'acronyme correspondant à Scum, ce qui n'était pas l'intention initiale de Valérie. On peut peut-être expliquer cet acronyme. Donc, oui. on dit souvent que Scum, c'est Society for Cutting Up Men, donc la société pour tailler les hommes en pièces. C'est ça. Et Solanas a toujours dit que ce n'était pas son intention de faire un acronyme, en effet. Donc, c'est Girodias qui aurait inventé cet acronyme. Ouais. Et Girodias dira aussi que si Valérie Solanas n'avait pas tiré sur Warhol, jamais il n'aurait publié le Scum. Les blessures sont tellement graves qu'Andy Warhol sera brièvement déclaré mort avant d'être réanimé. Il aura quand même fallu 5 heures d'opération. Son état reste très critique. 3 jours après son entrée à l'hôpital, Warhol, lors d'un rare moment de conscience, se réveille et voit à la télévision les images de l'assassinat de Bobby Kennedy. Andy Warhol passe 2 mois à l'hôpital et subira plusieurs chirurgies. Il passera ensuite encore des mois alité chez lui, et Warhol devra porter un corset chirurgical toute sa vie. Les cicatrices de Warhol font l'objet de photos célèbres, un peu trash d'ailleurs. Warhol survit mais garde de cette expérience une peur panique des hôpitaux. Il ne sera plus jamais le même après cette fusillade. Très affaibli, sa personnalité et son travail changent. Il renforce la sécurité à la Factory, finit les soirées de débauche, il a peur. La Factory se dissout, Andy décline et s'isole. D'ailleurs, son art aussi va décliner. Mais il pardonne Valérie parce que son acte, selon ses mots, font partie du personnage. Il dira « Je ne peux pas porter plainte contre quelqu'un qui a agi selon sa nature. C'est dans la nature de Valérie. Alors comment pourrais-je lui en vouloir ?» Peut-être considérait-il ça comme une sorte de performance artistique. Pour l'anecdote, il y avait déjà eu 2 incidents à la Factory avant Solanas. Il y a eu en 1964 Dorothy Potberg qui a tiré sur une pile de portraits de Marilyn Monroe. En fait, elle avait demandé est-ce que je peux shooter Marilyn et Andy a dit oui, mais il pensait pas qu'elle allait tirer. Il pensait photographier, et pas tirer avec un flingue, oui. Et donc elle a tiré sur une pile et maintenant cette pile se vend la plus chère. Comme quoi le capitalisme arrive toujours à s'en tirer. Et en 1967, un inconnu avait menacé aussi Warhol et les gens qui se trouvaient sur place avec un pistolet, mais apparemment il aurait juste tiré dans le plafond et voilà. Everybody, there's always were these crazy people running in and out. Everybody had said to him, "Hey Andy, maybe we should get a lock on the door or something, or at least have somebody look at who comes in here first." Un endroit dangereux, fréquenté par beaucoup de marginaux, beaucoup de gens peut-être un peu déséquilibrés. Il y a eu beaucoup de suicides aussi. Et peut-être quelques suicides à cause d'Andy Warhol et de sa toxicité. Mais oui. En 69, il y a une expertise psychiatrique qui est menée sur Valérie Solanas. Et la conclusion de l'expertise, c'est qu'elle souffre d'une forme de schizophrénie paranoïde chronique. Et malgré tout, on la considère apte à un procès. Elle va se présenter sans avocat. C'est marrant parce que c'est pas la première fois dans nos histoires que quelqu'un se présente sans avocat. Généralement, ça n'est pas une bonne idée, mais dans le cas de Valérie Solanas, ça va plutôt bien se passer. Elle plaide coupable. Et alors, j'ai pas la traduction française des faits qui lui sont reprochés. En anglais, c'est « reckless assault with intent to harm ». Donc, on pourrait traduire ça par une forme d'agression violente avec intention de nuire. Et elle déclare « Ça n'est pas souvent que je tire sur quelqu'un. Il m'avait ligoté, cadenassé. Je ne l'ai pas fait pour rien. Il allait me faire quelque chose qui allait me ruiner. J'ai eu raison dans ce que j'ai fait. Je n'ai rien à regretter. » Et d'ailleurs, lors de son procès, elle dira « Souvenez-vous que je suis la seule femme ici qui ne soit pas folle. » Mais au niveau de la peine, ça va. Elle est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an qui a déjà été purgé. Après sa libération de prison en 1971, elle est arrêtée à nouveau parce qu'elle reprend le harcèlement d'Andy Warhol. Elle veut toujours récupérer sa pièce, en fait. Après ça, elle fera beaucoup de séjours. En fait, c'est un peu du in and out en hôpital psychiatrique.
Et 3 ans plus tard, Warhol produit un film réalisé par Paul Morisset qui s'appelle Women in Revolt. Et le film est un peu une parodie, une satire de Solanas. Le film se moque un peu d'un personnage qui ressemble assez fort à Solanas. Et les rôles principaux sont tenus par 3 femmes transgenres qui font partie de l'équipe des superstars d'Andy Warhol. La dernière fois que le grand public entendra parler de Solanas, c'est en 1977. Solanas rencontre un journaliste du New York Daily Planet. Elle est toujours très remontée. Et elle déclare notamment dans cette interview « L'une des conditions que je pose pour permettre aux hommes d'argent de publier mon nouveau livre », parce qu'elle parle d'un futur livre qui s'appellerait Solanas. Oui, une autobiographie. Oui, c'est ça. Donc je reprends. L'une des conditions que je pose pour permettre aux hommes d'argent de publier mon nouveau livre est que certains de ces hommes d'argent avouent publiquement avoir payé les médecins pour qu'ils me déclarent aliéné. Presque tout ce qui a été écrit à mon sujet jusqu'à présent est de la merde pure et simple. Voilà, on retrouve le personnage. Et elle continue en disant « Après la publication de mon prochain livre, je serai la personne la plus puissante du monde et je réglerai mes comptes avec tous ces artistes de merde. Pour certains d'entre eux, parmi les principaux, je m'en occupe déjà dans mon prochain livre. J'ai bonne mémoire et une liste de salauds bien fournie. Je toucherai 100 millions de dollars d'avance pour mon prochain livre. Le système de l'argent ne tiendra pas longtemps le coup après sa parution. Que ferai-je donc avec mes 100 millions de dollars en attendant son effondrement ? Je financerai une prison, ma prison, tout ce qu'il y a de plus personnalisé. » Et ensuite, elle va quitter New York pour San Francisco au milieu des années 80. Elle va changer de nom, on ne sait pas très bien quand. Donc elle ne s'appelle plus à la fin de sa vie Valérie Solanas, mais Onslow. Et on sait qu'à cette époque, elle devient également accro au crack. En 1987, Warhol souffre d'une infection de la vésicule biliaire qui impose une chirurgie. Mais Warhol va retarder cette chirurgie parce qu'il ne veut pas retourner à l'hôpital. En fait, il a un tel traumatisme de son séjour à l'hôpital qu'il ne va pas vouloir y aller. L'infection va s'aggraver. Il va être amené à l'hôpital en vraiment dernière minute, mais c'est trop tard. L'infection est trop grave. Et il va mourir sur la table d'opération d'un arrêt cardiaque à l'âge de 58 ans. Donc il y a des gens qui disent qu'en fait, elle a réussi à tuer Andy Warhol, mais simplement 20 ans plus tard. Et Valérie va mourir presque au même moment. Donc elle meurt 1 an plus tard, en 1988. Elle meurt d'une pneumonie. Elle est vraiment seule au moment où elle meurt. Elle est démunie. Elle est tellement seule qu'on ne la découvre que 5 jours après son décès, dans un hôtel social de San Francisco. Son corps n'est pas en bon état. On retrouve sur son bureau une machine à écrire et une pile de pages. Malheureusement, il n'y aura rien qui ne sera publié à titre posthume. Et en fait, elle n'a rien publié depuis la tentative d'assassinat sur Andy Warhol. Et Dorothy, la maman dont on a parlé en début d'histoire, décide de tout brûler. Donc elle brûle tous les effets personnels, y compris les écrits de Valérie Solanas, que finalement personne n'aura lus. Donc on ne sait même pas si c'était sur sa biographie. Non, voilà, on ne sait rien du tout. On sait que les gens disaient en tout cas que quand ils passaient devant la fenêtre de l'hôtel, ils voyaient très souvent Solanas écrire. Donc on la voyait toujours sur sa machine à écrire, donc elle devait produire pas mal. Il y a un grand mystère sur le contenu de ce livre à 100 millions de dollars. Ouais. Et finalement, on a une vie incroyablement dure pour Valérie Solanas. Et il y a quelque chose de prophétique dans le choix du titre, Scum. Parce que finalement, le scum, c'est un peu la place qu'on lui a laissée dans la société. C'est vraiment un rebut de cette société, alors qu'on a une jeune fille brillante qui sait écrire, qui écrit même très très bien, en avance sur son temps, mais comme tu l'as dit plusieurs fois, on ne la prend pas au sérieux et elle a vraiment un destin qui est tragique. Et l'histoire commence de façon tragique et termine de façon tragique. On est vraiment presque dans le mélodrame, je trouve, dans l'histoire de Solanas. Ben, on lui a tout volé, quoi. Son enfance, sa dignité, son œuvre. Et en plus, elle s'est toujours battue. Enfin, elle était quand même profondément anarchiste et anticapitaliste. Et elle s'est toujours battue pour être aussi autonome et indépendante. Effectivement, elle était très cohérente aussi par rapport à ça. Donc ça, c'était quand même aussi très innovant pour l'époque. Ouais, c'est ça, c'est cohérent. Donc c'est quand même un peu symbolique de tirer sur un homme qui est au top du top, qui représente un peu le capitalisme et le patriarcat. Enfin, Andy Warhol, c'était vraiment ça, quoi. Mais malheureusement, le scum, il va être discrédité parce qu'on va vraiment la traiter de folle, même de féminine nazie. Oui. Enfin, voilà, elle se fait lyncher par la presse. Et forcément, ils la font passer pour une folle démente et Warhol devient un martyr. Et le scum fera l'effet d'une bombe dans les milieux féministes de l'époque et ouvrira la voie au féminisme radical. C'est un peu l'époque où le mouvement féminisme prend de l'ampleur, mais ce sont des féministes qui viennent quand même d'une catégorie assez bourgeoise. Ouais. Enfin, c'est quand même des intellectuels. C'est pas des gens de la rue comme elle. Et elle ne voulait pas faire partie de ce collectif parce qu'elle trouvait que c'était des filles qui parlaient autour de thé, de la situation de la femme. Et donc, elle n'a jamais intégré les collectifs féministes. Ces idées
forcément un petit peu divisé parce qu'il y avait aussi des problèmes au sein de la communauté féministe. Il n'y avait pas beaucoup de femmes de couleur. Des bourgeoises blanches, quoi. C'est des bourgeoises blanches et tout ça. Donc... Oui, c'est un combat qu'on retrouve dans le féminisme d'aujourd'hui, où on a d'un côté un féminisme qui s'oppose on va dire, à l'ancien féminisme. On a vu par exemple en France des querelles entre des féministes et Elisabeth Badinter, qui était dans le passé plutôt une figure avant-gardiste du féminisme et qui est maintenant considérée comme une conservatrice. Et loin de nous l'idée évidemment de faire une dissertation sur le féminisme, hein, c'était surtout une histoire qu'on voulait raconter. C'est sûr. Et alors le manuscrit de Up Your Ass est retrouvé en 1999 dans un coffre où il y a plein de trucs d'éclairage de musée qui appartenaient à Andy Warhol, donc il l'avait bien quelque part. Et il y a des éléments autobiographiques dans le texte. Elle est produite en 2000 par George Coe, un performance artist, et le monde a l'opportunité de découvrir la fameuse pièce à la réputation si sulfureuse. Je pense qu'elle est jouée à San Francisco en plus. Ouais, je sais plus, ouais. Ça, je l'ai lu mais j'ai oublié. Et en fait, donc, elle est apparemment pas si pornographique, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, on l'a lu, c'est pas si porno que ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a eu aussi une version française qui est passée Alors, très récemment, il y a une version française commentée, effectivement, qui est vraiment toute récente. Je pense que ça a dû paraître en 2022. Ça doit être un truc de cette année ou de l'année dernière, en tout cas. En tout cas, elle est un peu plus célèbre maintenant, quoi. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens la citent. Et la pièce est drôle. Enfin, en tout cas, elle est drôle jusqu'à la fin. C'est une farce avec une fin assez tragique, en fait. Et ça termine par, effectivement, un assassinat. J'aime assez bien sa façon d'écrire. C'est cash, mais ça fait sourire, quoi. C'est comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans la préface de Up Your Ass. Elle a de l'humour. Elle a de la répartie, surtout. Et il y a pas mal de gens qui vont essayer de réhabiliter un peu Valérie Solanas, notamment Ultraviolet. Ultraviolet, c'est une Française, mais qui faisait partie de l'écurie d'Andy Warhol. Et donc, elle avait même une sorte de conflit de loyauté où, à un moment, elle était amie et de Andy Warhol et de Valérie Solanas. Et elle déclare à propos de Solanas, Valérie était peut-être un peu folle, mais c'était aussi une révolutionnaire. Elle était assez extrême, bien sûr, elle était lesbienne et détestait les hommes. Je ne suis pas pour la haine, mais d'une certaine manière, elle était à la fois folle et brillante. Andy Warhol a pris beaucoup de risques, il était donc soit courageux, soit inconscient. Et je pense qu'en effet, il s'est... He messed up with the wrong girl. Oui, c'est vrai. Alors, il y a déjà eu une adaptation de la vie de Solanas, on l'a dit au début, et donc ce film, c'est un film de 1996 qui s'appelle I Shot Andy Warhol. Et dans le film, c'est Lili Taylor qui joue le rôle de Valérie Solanas. Alors, elle ne lui ressemble pas du tout, mais c'est une très bonne actrice. Mais son interprétation est incroyable. Oui, elle est magnifique. Enfin, le film n'est pas dingue, je trouve, mais dès qu'elle est à l'image, moi, je trouve qu'elle est... T'as juste envie de la regarder. C'est vrai. Elle est possédée, comme ça. Lili Taylor, c'était un des rôles principaux de la série Six Feet Under, qui était vraiment génial. Oui, c'est l'actrice dans Arizona Dream. Ah oui, aussi, oui. Dans la tentative d'assassinat de Solanas, c'est étonnant de remarquer qu'elle a conscience du fait que si elle tire sur Andy Warhol, ça va attirer l'attention sur ses écrits. Ouais. Il y a peut-être, malgré tout, une sorte de compréhension du mode capitaliste, en se disant, voilà, je vais faire, pour utiliser un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais je vais faire le buzz, en tirant sur une célébrité. Et en effet, c'est ce qui a permis au livre de sortir, même si Solanas a été très critique sur différentes modifications qui ont été faites dans la version publiée par Girodias. Mais après, le problème, c'est que l'acte l'a défini après toute sa vie. Mais sinon, oui. Elle réalise vraiment ce qu'elle a écrit dans la pièce. Dans Up Your Ass, oui. Dans Up Your Ass, à la fin, voilà, c'est une prostituée, SDF, lesbienne, qui, à la fin, finit par tuer un homme. Et là, c'est ce qu'elle est... Enfin, en tout cas, elle a essayé de le tuer, mais c'est un petit peu une boucle comme ça. Ouais, Warhol a dit d'ailleurs qu'elle l'avait tué. Il a dit qu'en fait, il est mort ce jour-là. Et que, oui, qu'il voyait tout comme s'il était derrière un miroir après. Et d'ailleurs, elle a voulu aller... Donc, au début, elle va au Chelsea Hotel. Donc, peut-être qu'elle planifiait aussi de tuer Girodias. Girodias, oui. Oui, c'est ce qu'on dit. En effet, qu'elle a attendu Girodias. C'est parce qu'il était parti en week-end. Il l'a échappé belle, quoi. Oui. Mais donc, c'est quand même une histoire de souffrance, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est difficile d'imaginer. Quand tu vois cette bio de Solanas, moi, je suis rentré dans cette histoire en connaissant pas grand-chose. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle a souffert. C'est incroyable. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est à quel point elle annonce finalement ce qui se passe aujourd'hui en termes de polarisation. Elle est extrêmement moderne. C'est une queer, alors que le terme n'existait pas à l'époque. Et il y a cette colère qui annonce la polarisation américaine. Et la polarisation américaine, on en parlera beaucoup dans notre prochain épisode.
on n'en dit pas plus. Oui, et puis en fait, je pense que maintenant, même si moi je devais lire le Scum de A à Z, il y aurait des trucs où je serais d'accord, même pas spécialement dans le côté trop extrême de tuer tous les hommes, mais il y a aussi cette révolte, parce qu'à l'époque, c'est les années 50, puis les années 60, c'est quand même le capitalisme, l'homme est au-dessus de la femme, Oui, bien sûr. Elle se bat pour avoir un peu sa liberté. On peut comprendre sa colère, quoi, et par son vécu, évidemment. Et donc, on va en parler de ce soundtrack et de ce casting. Pour le casting, on n'était pas forcément d'accord cette fois-ci pour Solanas. C'était un peu dur, je trouve. Moi, j'avais pensé par exemple à Lady Gaga, qui ferait peut-être une bonne Valérie Solanas. Kristen Stewart, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la similitude physique, mais je sais que toi, tu l'aimes pas. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve que c'est un peu juste elles sont bankable pour le moment, et je trouve qu'il y a plein d'autres actrices qui sont plus intéressantes. Mais voilà, mon choix s'était porté sur une autre actrice qui est Aubrey Plaza. Alors, Aubrey Plaza, elle est connue pour un rôle d'adolescente très difficile dans Parks and Recreation, qui est pour moi une des séries les plus drôles de l'histoire de la télévision américaine. Et elle joue dans la nouvelle version de Chucky. Une actrice qui a un physique un peu particulier, qui est assez drôle. Et voilà, je la vois bien à la fois dans ce côté colérique et ironique de Solanas. Et toi, tu avais pensé à... Moi, j'avais pensé à Juno Temple, parce que j'aime beaucoup cette actrice. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Ouais. Je la trouve un peu discrète, et il y a eu beaucoup de rôles, elle était justement toujours un peu Bimbo. Grunge. Mais non, justement un peu grunge, un peu folle, un peu... Ah oui, moi, je la connais comme Bimbo dans la série Ted Lasso, où elle joue une femme de footballeur. Ah oui. Voilà. Et pour Andy Warhol? Moi, c'était pas très original. J'avais pensé à Evan Peters, donc celui qui fait Dahmer, ouais. La série Dahmer. Qui a déjà joué le rôle d'Andy Warhol. Mais qui apparemment a déjà joué. Mais je trouve que sa tête colle bien. Ah, c'est parfait. Et pour le soundtrack, en 2 mots, il y avait un film en 1966 d'Andy Warhol qui s'appelle Chelsea Girl, pour lequel il y a une chanson qui a été chantée par Nico, qui s'appelle Chelsea Girl. Très belle chanson, mais évidemment, ça ne donne pas une bonne réputation aux filles de Chelsea. Donc, il y a la chanteuse Joni Mitchell qui a répliqué à Andy Warhol. Et d'ailleurs, dans la version live de la chanson, elle dit qu'elle répond à Andy Warhol qui a donné une mauvaise réputation aux filles de Chelsea. Et la chanson s'appelle Chelsea Morning, et c'est une très jolie chanson. Et on va en passer un petit extrait. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a date. There's a sun show every second. On arrive au terme de cet épisode. Nous sommes restés dans l'histoire de Solanas, pas forcément dans l'analyse du texte, mais j'ai découvert dans nos recherches un podcast qui s'appelle Les Parleuses, où il y a notamment un épisode très intéressant où on analyse vraiment le texte de Solanas. Et alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur un podcast suisse que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Pour de vrai, qui est animé par Clémentine, qui est... Et on l'entend épisode après épisode, très féministe dans les choix de ses sujets. Le dernier épisode, au moment où on enregistre, était un épisode sur les Femmes. Et c'est un podcast qui est très très bien documenté. Les histoires sont bien construites. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de recherche. Et c'est des choix d'histoire qui me plaisent à chaque fois. Et c'est un podcast que je recommande vraiment vivement. Donc ça s'appelle Pour de vrai et c'est disponible partout. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Le scénario du Pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.